Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Audrey Coilly et je travaille au centre hépatobiliaire. Le centre hépatobiliaire, c'est un grand centre de transplantation hépatique, en fait le premier centre de transplantation en France en termes de nombre et aussi en termes d'histoire, puisque c'était le premier centre de transplantation hépatique ouvert, donc une grande expérience des insuffisances hépatiques aiguës et de la transplantation pour hépatite fulminante. Donc moi je suis un peu plus jeune, mais je vais essayer de vous faire part un peu de toute cette expérience et du message aussi qu'on m'a transmis. Donc effectivement, comme l'oratrice précédente, il faut déjà bien définir de quoi on parle quand on parle d'insuffisance hépatique aiguë. Ça consiste en une altération majeure et globale des fonctions hépatiques et on part toujours d'un foie sain. Ça, c'est très important pour la définition et savoir de quel patient, à quel patient on s'adresse exactement. C'est une altération qui peut survenir en quelques heures seulement, voire en quelques jours, et on va revoir que le délai a également son importance dans le diagnostic de l'insuffisance hépatique aiguë. Alors, comme vous le savez, l'organe central, c'est le foie, et quand le foie ne marche pas, on observe des troubles de la coagulation, la survenue également d'une altération du bilan hépatique, en particulier la survenue d'un ictère, et enfin, et souvent plus tardivement, la présence d'une encéphalopathie hépatique. Alors, comme je vous l'ai dit, le problème, il est clairement là dans la littérature, c'est que quand on regarde toutes les études qui essaient de faire la synthèse, il y a plus de 40 définitions qui existent de l'insuffisance hépatique aiguë. Il y a quand même des grandes notions qui se dégagent avec des différences entre le système français et le système anglo-saxon. Dans le système français, on appelle une insuffisance hépatique aiguë sévère des patients qui arrivent avec un TP inférieur à 50%. On parle d'insuffisance hépatique aiguë grave quand on a une association de TP inférieur à 50% avec une encéphalopathie. Et on parle réellement d'hépatite fulminante quand on a effectivement une association d'une baisse du TP avec une encéphalopathie et que l'intervalle ictère-encéphalopathie est inférieur à 2 semaines. Et par contre, en termes de délai, on peut avoir des critères d'hépatite fulminante, mais avec un délai entre la présence de l'ictère et de l'encéphalopathie qui est plus long, en tout cas plus long que 2 semaines. Et dans ces cas-là, on parle d'hépatite subfulminante. Et on va y revenir tout à l'heure, mais c'est très important de bien identifier ces patients. Dans le système anglo-saxon, c'est un petit peu différent. On parle d'hépatite hyperaiguë pour le terme francisé, lorsqu'on a un intervalle entre ce fameux ictère et l'encéphalopathie de 7 jours, d'hépatite aiguë lorsqu'on a un délai qui est inférieur à 1 mois, et puis enfin d'hépatite subaiguë quand le délai dépasse 5 semaines jusqu'à 12 semaines. Ça, ce sont pour les définitions. Alors, comme on l'a dit aussi précédemment, et je vous l'ai dit, l'organe central, c'est le foie, mais vous l'avez compris, lorsque le foie se dégrade, on a un retentissement très important sur les autres organes vitaux. C'est le cas au niveau neurologique, et ça a été la principale cause de décès de ces patients admis pour insuffisance hépatique grave, voire fulminante, dans les années précédentes, avec des cérébrations. Mais effectivement, aujourd'hui, les patients ont un pronostic qui est engagé, non pas seulement sur l'aspect neurologique, mais aussi sur les autres aspects, en particulier les perturbations métaboliques, rénales, respiratoires et cardiovasculaires que peuvent entraîner une hépatite fulminante. Et aussi, j'attire votre attention sur l'augmentation de la prévalence des infections, qui est plus de 60% des cas à l'admission dans la plupart des revues chez les patients qui ont une insuffisance hépatique grave. Alors, en termes d'évolution et de pronostic, il faut un petit peu se projeter dans l'histoire pour mieux comprendre ce qu'on vit aujourd'hui et quand adresser le patient au centre de transplantation. Il faut savoir que ces patients, globalement, si on les regarde évoluer, ils ont une mortalité spontanée de plus de 80%. Heureusement, avec l'avènement dans les années 80 de la transplantation hépatique, ce pronostic a été radicalement modifié. Et aujourd'hui, on estime que la mortalité est aux alentours, et en tout cas même inférieure dans certaines séries, à 20%. Et c'est vraiment la transplantation qui change drastiquement le pronostic de ces patients. Alors, pourquoi adresser les patients dans un centre expert? Tout simplement pour ça, pour avoir accès à la transplantation hépatique. Mais pour bien positionner sur la transplantation hépatique, il faut non seulement avoir une bonne connaissance des facteurs pronostiques de cette maladie, mais aussi regarder quels sont les bénéfices réels et attendus de la transplantation hépatique. Et on va y revenir, mais ce n'est pas si simple, parce que finalement, la transplantation hépatique a toujours été un traitement empirique de ses formes. Quand l'avènement de la transplantation hépatique a eu lieu dans les années 80, c'est-à-dire qu'on savait faire des transplantations sur le plan chirurgical, mais on ne savait
pas très bien géré les patients en post-transplantation parce qu'on n'avait pas d'immunosuppression ou de traitement immunosuppresseur adapté. On a eu l'avènement de la cyclosporine qui a permis au programme de transplantation de démarrer dans les grands pays occidentaux. Et finalement, on s'est dit, ben voilà, ces patients qui arrivent, qui meurent d'une insuffisance hépatique aiguë, on va proposer la transplantation. Et on se rend compte que c'est un traitement qui marche bien et qui reste encore aujourd'hui le principal traitement de ces insuffisances hépatiques aiguës graves. Mais finalement, on n'a aucune étude très robuste qui compare la transplantation à un traitement médical simple. Et finalement, c'est toute la difficulté parce que les facteurs pronostiques aujourd'hui qu'on a établis, eh ben, ils le sont sur un postulat qui fait que la transplantation à partir d'un certain seuil de gravité est le traitement. Et ce postulat, on ne l'a jamais très clairement validé. C'est un petit peu une aparté. Mais en tout cas, quel est l'état des lieux de la transplantation hépatique pour insuffisance hépatique aiguë? Ben, ça représente plus de 10% de l'activité de transplantation en France. Hein. C'est un tout petit peu moins de 200 patients par an. Ça a tendance à rester stable, effectivement, au cours du temps. Et on a à peu près les mêmes données sur les grands registres, que ce soit américains ou européens, où ça correspond à peu près à 8 à 10% de l'activité de transplantation. Quand on regarde pourquoi est-ce qu'on transplante les patients pour hépatite fulminante, ce sont des données de l'Agence de la biomédecine sur une période d'à peu près 10 ans, sur plus de 800 patients. Ben, comme vous pouvez le voir, les deux grandes causes de transplantation restent ce qu'on a dit, les intoxications aiguës au paracétamol, 22% des patients, les causes virales, même si au cours de la dernière décennie, ces causes ont drastiquement diminué, en particulier avec la vaccination de l'hépatite B, mais ça représente environ encore 20% des transplantés que l'on fait. Et puis, il y a toute une zone de patients, finalement, pour lesquels soit le diagnostic est très hétérogène, alors avec des causes rares, mais également un nombre très important de patients, comme vous pouvez le voir, qu'on transplante pour hépatite de cause indéterminée. Alors, comment ça se passe en pratique lorsqu'un patient arrive chez nous? C'est ce qu'il faut comprendre pour mieux comprendre quand nous l'adresser. Ben, c'est que l'inscription, elle va prendre quand même quelques heures. Hein. Le patient va arriver, il va falloir déjà valider éventuellement les critères de transplantation, on va y revenir. Et puis, ensuite, il y a un processus administratif qui prend un peu de temps, hein, surtout si c'est le week-end où il faut contacter l'administrateur de garde en urgence pour pouvoir inscrire administrativement parlant le patient. Donc, tout ça prend quelques heures et donc, plus tôt on transfère le patient, mieux c'est pour ne pas perdre de temps avec ce système. Donc on a un système d'allocation nationale. Le patient va être listé sur une liste nationale en fonction de son groupe sanguin. Et lorsque le patient donc, souffre d'une hépatite fulminante, il va bénéficier d'une greffe qu'on dit en super urgence, c'est-à-dire qu'il va avoir une priorité nationale absolue. C'est en gros comme ça que ça fonctionne dans tous les pays européens et aux États-Unis. Et donc, on va avoir ils vont avoir accès à la transplantation par ce biais-là, sachant que l'hépatite fulminante, ça reste une des seules causes de transplantation pour lesquelles on peut obtenir encore des dérogations de groupe, et en particulier donc greffer des patients avec un groupe sanguin qui n'est pas le leur. Et quand vous regardez ici, finalement, le taux de patients de malades en attente sur liste, ça nous permet de voir ici en bleu la courbe des super-urgences. Ben, vous voyez, ça c'est un délai en mois, donc c'est très court, mais que plus de 75% des patients vont être greffés dans les jours, les heures qui suivent leur inscription. C'est un système qui fonctionne très bien en France. Je n'ai pas trouvé sur le rapport annuel de la Chambre de biomédecine le délai moyen d'attente pour ces patients, mais en tout cas, il est de l'ordre de quelques heures. Donc c'est un système qui fonctionne encore une fois très bien, ce qui nous permet d'avoir d'excellents résultats. Et si on regarde maintenant pour les adultes en 2013, ce qui s'est passé lorsqu'ils ont été inscrits sur liste de transplantation, c'était 120 malades au total. Et ben, finalement, il y en a 3 qui sont sortis de liste pour aggravation, 9 qui sont décédés en attente de transplantation. Il y a eu quelques améliorations spontanées, ça on peut s'en douter, et puis 90 d'entre eux ont été greffés. Donc vous voyez que finalement, peu de patients décèdent en liste d'attente, ce qui est quand même un résultat plutôt satisfaisant. Alors, tout ce système qui a été mis en place permet de faire qu'aujourd'hui, les résultats de la transplantation hépatique pour hépatite fulminante sont bons, sont bien meilleurs qu'ils ne l'étaient dans les années précédentes. Et là, vous voyez, c'est en fonction du temps, donc dans les années 85, puis 90, etc., jusqu'à arriver aux années les plus récentes, où on estime qu'on a plus de 75, en tout cas 75-80% de survie à 1 an, ce qui est bien, mais ce qui est moins bien que la transplantation pour une maladie chronique du foie, hein, puisqu'on est à plus de 90% de survie à 1 an pour des malades qui n'ont pas d'hépatite fulminante. Donc de bons résultats, mais qui restent quand même moins bons que pour les autres indications de transplantation hépatique. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, quand est-ce qu'il faut adresser les patients à un centre expert?
Évidemment, quand ils ont les critères de transplantation qui sont bien établis depuis de nombreuses années, qui vous ont été montrés. Donc, d'abord, les critères de Clichy-Paul-Brousse, qui sont faciles à retenir, qui ont été validés initialement sur une cohorte prospective de patients ayant une hépatite B. Donc, c'est l'association d'une encéphalopathie, attention, grade 3 ou 4, moins un astéristique simple ne suffit pas, avec une baisse du facteur 5 en fonction de l'âge. Donc, ça, ce sont des critères qui sont faciles à utiliser, qui sont assez largement utilisés, alors en France c'est sûr, et un peu partout dans l'Europe du Nord, mais un petit peu moins ailleurs dans le monde. Et puis les fameux critères du King's College Hospital, on voit tout de suite qu'un facteur pronostique important, c'est l'étiologie, puisqu'on distingue pour ces critères les patients qui ont fait une intoxication au paracétamol de ceux qui ont une autre cause d'hépatite fulminante. Donc je ne vais pas les détailler, vous les aurez de toute façon en ligne, mais vous les connaissez aussi. Pour l'insuffisance hépatique au paracétamol, l'encéphalopathie grade 3 seulement fait partie des critères d'inscription en plus des autres marqueurs de défaillance d'organes, alors que pour les insuffisances hépatiques non paracétamol, vous le voyez, la coagulopathie reste le principal critère ou l'association d'autres critères contenant compte de la bilirubine, de l'âge et du delay, ictère et encéphalopathie. Mais finalement, est-ce qu'il faut attendre que ces critères soient en place chez un patient pour contacter le centre expert? Bien évidemment, non. Alors, quelles sont les choses qu'on va regarder chez les patients pour se dire, tiens, c'est important et c'est maintenant qu'il faut transférer les patients? La première chose, c'est de, encore une fois, mieux connaître la cause. Et la cause est un facteur pronostic indépendant dans plusieurs séries de la littérature. Quand on regarde, effectivement, on voit que ce soit les causes indéterminées, toxiques ou l'hépatite B, le pourcentage d'amélioration spontanée est plus faible que pour les patients admis pour une hépatite A et une hépatite au paracétamol. Ça, c'est connu depuis longtemps. Donc, ça justifie, on vient de le voir, des critères de transplantation propres pour le paracétamol. Finalement, pour le paracétamol, la chose très importante à regarder, c'est le délai entre la consultation du patient et l'ingestion du paracétamol. On sait très bien que si le délai est long, en particulier s'il dure depuis plus de 24 heures, ça a été montré par plusieurs séries, j'ai choisi ce papier, mais peu importe. En tout cas, plus tard le patient est pris en charge et plus tard on va introduire donc l'antidote qui est la N-acétylcystéine, et moins bonnes sont les chances aux patients de survivre. Donc c'est des patients qu'il faudra adresser préférentiellement au centre de référence. Et puis, comme je vous l'ai dit, l'hépatite A a un meilleur pronostic, donc finalement on s'est dit peut-être qu'on transplante à tort des patients ayant une hépatite A si on utilise des critères conventionnels de transplantation. Et donc plusieurs auteurs ont essayé de trouver des scores pronostiques un peu différents. C'est le cas de cette publication dans Hepatology, dont on se sert assez habituellement pour les patients qui ont une hépatite A, où il faut que 3 facteurs parmi ceux-ci, c'est-à-dire une créatinine élevée, des transas basses qui montrent peut-être un moins bon phénomène de régénération et surtout une insuffisance hépatique terminale, et puis des supports ventilatoires et en vasopresseurs. Donc la présence de 3 de ces facteurs permet d'accéder à la transplantation, en tout cas, est très bien corrélée à la survie de ces patients pour une hépatite A. Alors, quand on regarde maintenant à nouveau ce qui se passe à l'Agence de la biomédecine, on voit très bien qu'en fonction de la cause, ça a un impact très clair sur la survie post-transplantation. Je ne sais pas si vous distinguez très très bien les courbes, mais finalement, les patients qui ont le moins bon pronostic post-transplantation, c'est les patients qui ont une hépatite virale, les patients qui ont été transplantés pour une hépatite indéterminée, et ça s'est retrouvé classiquement dans la littérature. Alors, de façon un peu surprenante, ici, le paracétamol n'est pas très bien positionné, mais ce qu'il faut regarder, c'est surtout ça, c'est-à-dire qu'à partir des données de l'ABM, on a le pourcentage de patients qui ont été transplantés, qui sont décédés en fonction d'étiologie, et ce sont ceux qui se sont améliorés spontanément. Et finalement, quand on regarde les patients pour lesquels il y a le plus de chances d'avoir recours à la transplantation quand ils sont admis, ce sont les patients qui ont une hépatite de cause indéterminée. Ces patients, je vous l'ai dit, ça représente un nombre important de patients qu'on admet, presque 30% des patients pour qui on ne retrouve jamais la cause. Et finalement, quand on regarde dans toutes les grandes séries, que ce soit prospectives ou rétrospectives de la littérature, ces insuffisances hépatiques aiguës de cause indéterminée restent toujours la cause pour laquelle les patients ont le plus de chances d'arriver à la transplantation. C'est ce qui est représenté ici en noir. Alors, en dehors d'une ancienne étude
l'étude d'Ostapovitz aux États-Unis, mais c'est quelque chose qui reste important, et d'où le besoin peut-être pour ces patients et pour cette population spécifique, qui correspond probablement à un groupe très hétérogène de patients, d'avoir des facteurs pronostiques plus précis de mortalité précoce. Et il y a un PHRC national qui est en cours, que je coordonne à l'heure actuelle, donc qui a démarré il y a maintenant 2 ans et qui va se terminer l'année prochaine sur 3 ans pour essayer d'établir des facteurs pronostiques pour ces patients. Enfin, et on l'a dit aussi tout à l'heure, en ce qui concerne la cause, c'est que finalement, je vous ai dit en postulat que ces patients n'avaient pas de maladie hépatique sous-jacente. C'est vrai, sauf pour 3 maladies pour lesquelles on assimile à des insuffisances hépatiques aiguës, mais on sait que le foie sous-jacent n'est pas normal. Pour les hépatites auto-immunes, pour la maladie de Wilson, la surcharge en cuivre, et pour les patients qui ont une réactivation virale B, qui ont fait une hépatite aiguë B, qui en ont guéri et qui réactivent le virus. Qu'on regarde, il y a plusieurs séries publiées, peu importe, mais en tout cas pour les données de l'Agence de la biomédecine, eh ben, ce qu'on peut voir, c'est que l'amélioration spontanée, elle est extrêmement faite pour ce groupe et que la majorité de ces patients vont avoir recours à une transplantation hépatique lorsqu'ils sont admis avec des critères de fulminant. Donc le pronostic est moins bon pour ces patients et probablement il faut penser à les adresser plus rapidement. Enfin, pour terminer sur les étiologies, il existe d'autres indications pour lesquelles des critères spécifiques ont tenté d'être établis. C'est le cas par exemple pour l'intoxication aux champignons. Et donc on a plusieurs équipes, dont celle de Beaujon, qui a établi d'autres critères qui sont supérieurs aux critères du King's College pour cette indication. Où là, vous voyez, on ne tient pas compte de l'encéphalopathie. On sait que ces patients n'ont pas la même histoire naturelle que les autres. Et quand on a un intervalle entre la diarrhée, qui est souvent profuse chez ces patients, en particulier avec intoxication à manitphalloïde, et donc l'ingestion à un délai inférieur à 8 heures, des troubles de la coagulopathie importants et nerfs supérieurs à 6, quel que soit le degré d'encéphalopathie, c'est une indication de transplantation. Donc, la transition se fait très clairement sur mon point suivant, mon propos suivant, c'est de dire que finalement, il ne faut certainement pas attendre l'apparition de l'encéphalopathie chez certains patients. Et en effet, quand on regarde, ça a un impact pronostique majeur. Alors, comme on l'a signalé tout à l'heure dans la discussion, c'est vrai que de plus en plus, les patients qu'on admet n'ont pas d'encéphalopathie ou en tout cas d'hypertension intracrânienne au moment de l'admission, parce qu'on fait mieux la réanimation, parce qu'aussi on a largement diffusé ce message d'aller plus vite. Donc, quand ils sont adressés dans les centres de référence, on a finalement moins d'encéphalopathie. Ça, ce sont des données de l'équipe du King's College Hospital. Vous voyez que maintenant, ça représente environ 30% des patients qu'on admet. Mais en tout cas, quand ils ont repris leur série, la survie, quand on comparait les patients qui avaient une hypertension intracrânienne de ceux qui n'avaient pas d'hypertension intracrânienne à l'admission, eh bien, est différente, était statistiquement différente, avec bien sûr un pronostic meilleur pour les patients qui n'avaient pas encore d'hypertension intracrânienne au moment de la prise en charge. On a reproduit, nous, dans notre série à Paul Brousse, la même chose. Déjà, quand on regarde sur 2 périodes différentes, avant 96, vraiment les balbutiements de la greffe, et maintenant, on voit que la très grande majorité des patients avaient avant une encéphalopathie et plus maintenant. Et quand on regarde en termes de pronostic, donc l'époque avant 96 et 96, donc que ce soit chez les patients transplantés ou décédés, 17% avaient été décédés d'un problème cérébral, d'une décérébration, contre 6% à l'heure actuelle, avec une différence significative. Donc un grand message, c'est ne pas attendre l'apparition de l'encéphalopathie. Donc finalement, vous allez me dire sur quoi on va se baser pour penser à adresser le patient au centre expert. Il y a des choses vraiment toutes simples, et on le sait, la coagulopathie, en soi, c'est un facteur indépendant sur lequel on peut se baser, qui est tout à fait lié à la mortalité, corrélé à la mortalité des patients. Et en particulier, une notion importante, c'est de regarder la cinétique de cette coagulopathie. Plus le TP va chuter, si nous on se place en pourcentage, et contrairement à ceux qui se maintiennent ou s'améliorent, eh bien, finalement, la mortalité est plus importante chez les patients qui ont, à 3 jours, une absence d'amélioration. Et c'est bien sûr pour certains qui se sont intéressés au seuil de TP. Dans cette étude, par exemple, la ligne en continu, c'est les patients qui ont une encéphalopathie. Mais en tout cas, il y a une vraie différence chez les patients qui ont un TP à 50% versus ceux qui ont un TP supérieur à 50% à l'admission dans la probabilité de survie sans transplantation. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a d'autres facteurs pronostiques
pronostics dont on a parlé tout à l'heure, sur lesquels je ne vais pas revenir, qui peuvent rentrer en ligne de compte, mais dans mon expérience, ce n'est pas les plus relevants en pratique, déjà parce qu'on n'a pas toujours accès à certains dosages, et puis bien sûr les scores de réanimation, la page, le SOFA, des scores qu'on utilise en hépato, comme le MELD, peuvent être appliqués, mais finalement ils ne font pas beaucoup mieux que les critères qu'on utilise aujourd'hui. Donc, pour moi, on les utilise quand même très peu en pratique. La cinétique, par contre, de progression de l'insuffisance hépatique aiguë, et ce que je vous disais en préambule, a vraiment son importance. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les patients qui évoluent de façon lente avec des hépatites subaiguës pour qui le délai entre l'ictère et l'encéphalopathie est supérieur à 29 jours ont le moins bon pronostic, et quand l'encéphalopathie arrive, ils ont seulement 20% d'amélioration spontanée. Donc là encore, ce sont des patients que l'on doit transférer vite. La qualité du greffon que l'on va implanter aux patients a aussi son importance. Je vais passer assez vite, mais pour vous dire que là aussi, c'est un message pour dire plus vite on transfère le patient et plus on a le temps d'attendre un greffon de qualité. Donc, je termine. En particulier, on sait qu'on a de moins bons résultats avec des greffons transplantés pour ABO incompatibles. Donc, vraiment, encore une fois, il faut transférer le patient rapidement. Est-ce qu'il faut, pour terminer, limiter certains patients sans en référer au centre? Dans mon expérience, c'est difficile, je trouve, sans prendre l'avis du centre de référence, de limiter un patient. On sait que l'âge a un impact sur la survie de ces patients en post-transplantation, mais ça, c'est une série de la Mayo Clinic qui ne s'adresse pas aux patients transplantés pour hépatite fulminante, mais finalement, quand on regarde des patients qu'on transplante maintenant âgés de plus de 70 ans, on a des résultats qui sont équivalents à des patients plus jeunes. Donc, on n'a pas de raison valable de contre-indiquer les patients sur l'âge, même si 70 ans pour une hépatite fulminante reste, à mon sens, un critère, en tout cas un chiffre à retenir. Pour le reste, c'est évident, il y a certaines comorbidités comme les cancers évolutifs, une maladie VIH non contrôlée, certaines comorbidités évidentes pour lesquelles on dira stop, mais il y a certaines indications qui restent débattues, possibles, en particulier pour les VIH contrôlés. On a toute une série du service qui montre que c'est faisable chez les patients VIH de les transplanter dans un contexte de fulminante. De même que la consommation d'alcool chronique et l'usage de drogue, on n'a pas le temps d'y revenir, mais on a quand même là aussi élargi nos critères. Et puis la dernière chose pour vous convaincre de transférer les patients, c'est d'inclure les patients dans les protocoles de recherche. Vous savez qu'à l'heure actuelle, on développe des nouvelles molécules, en particulier cette molécule qu'on a développée dans le service qui s'appelle IPAP et qui a des propriétés de régénération du tissu hépatique. Et il y a une étude de phase 2 qui est en cours, en tout cas en réanalyse, chez des patients. Donc voilà, j'ai un grand hépatologue qui est chef de service à Lille qui dit un patient qui meurt dans un CHU sans être inclus dans un protocole, c'est un patient qui est mort pour rien, et je pense que c'est très important d'adresser les patients dans nos centres pour qu'on puisse avancer. Donc je vous fais une proposition d'algorithme de transfert, mais c'est vraiment... Ouais, c'est la dernière. Une proposition d'algorithme de transfert. Quand les patients ont une hépatite alcoolique aiguë avec un TP supérieur à 50%, est-ce qu'il faut nous les adresser? Je pense que oui. Si la cause n'est pas connue, s'il s'agit d'une hépatite subaiguë. Quand le TP est inférieur à 50%, je pense qu'il ne faut pas attendre l'encéphalopathie avant de prendre contact avec un centre de transplantation. Peut-être un bémol pour les intox au paracétamol, vous l'aurez compris, et les hépatites A. Un coup de fil, en tout cas, selon moi, vaut mieux qu'un œdème cérébral. Je vous remercie pour votre attention.